السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم يا جماعة مرة أخرى. Un autre petit chapitre mais important, j'aimerais bien vous le présenter. Il s'agit de la cryptographie des groupes elliptiques. Le but en fait, c'est de vous avertir à propos d'une problématique qui risque d'être majeure et non pas, je ne vise pas la redondance, je ne veux pas vous encombrer, mais c'est important de connaître ce cadre de cryptographie. La problématique est comme suit. Supposons que vous voulez connecter des équipements qui n'ont pas suffisamment de ressources, tels que des équipements RFID de communication radio, ou bien des équipements qui servent à capturer donc des informations dans les champs agricoles, des capteurs, ou bien des équipements intégrant des capteurs qui servent à acquérir des mesures dans les usines par exemple. Ces capteurs-là, leur rôle est de collecter des informations, des indicateurs concernant les produits en question et de les transmettre vers des serveurs locaux, eux-mêmes qui vont les transmettre vers des serveurs d'analyse en amont, des serveurs spécialisés dans l'analyse des données statistiques, dans l'intelligence artificielle, dans la prise des décisions, dans la BI, et ainsi de suite. Alors ces équipements-là, dont je viens de parler, n'ont pas suffisamment de puissance ou de ressources si on les compare aux ordinateurs, aux serveurs, aux laptops, desktops et ainsi de suite. Ils n'ont pas suffisamment de vitesse de processeur, n'ont pas suffisamment de mémoire. Mais il y a un problème de communication de données là. C'est-à-dire, nous voulons bien protéger la communication, que ce soit qui vont partir ou la transmise ou émise par les RFID ou bien par les équipements intégrant ces capteurs-là dont je viens de parler. Car les informations sont importantes. Ces informations-là vont être capturées ou prises par les pirates, ils peuvent en profiter car ils sont des vecteurs d'information qui ramènent beaucoup d'argent. Donc, il s'agit d'un problème qui peut être résolu par la cryptographie. Vous le savez bien, pour protéger la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité. Supposons que normalement, le standard nécessite l'utilisation de clés, par exemple, qui s'étalent sur 4096 bits ou bien 2048 bits. Ça, c'est le standard à respecter. Or, ces équipements-là ne peuvent pas faire des calculs avec des clés de telle taille. Les ordinateurs peuvent, mais ces équipements-là, tels que les RFID, ne le peuvent pas. Donc, c'est une impasse. On est obligé d'utiliser la cryptographie. Mais, de l'autre côté, on n'a pas suffisamment de puissance pour faire les calculs. Ça, c'est une impasse qui ne peut être franchise qu'en modifiant les opérations arithmétiques que vous êtes habitué à utiliser, à savoir les calculs sur l'anneau Zm plus fois, à savoir les opérations d'addition modulo m, un entier naturel, et les opérations de multiplication et d'exponentiation modulo m. Effectivement, la solution, c'était ça. Les ingénieurs et les experts ont inventé une nouvelle arithmétique qui permet de réduire le nombre de bits requis. Oui, le logarithme discret, par exemple, qui jauge le niveau de sécurité. Un cryptosystème est sécurisé, asymétrique tel que le RSA, ou El Gamel, ou un système de signature électronique,
tel que le DSA, il est sécurisé lorsque le problème du logarithme discret qu'il implique, il est impossible à résoudre. Et quand est-ce qu'il est impossible à résoudre? Lorsque les antinaturels impliqués sont suffisamment grands. Alors il y aurait deux versions en fait du logarithme discret. Une écrite avec l'arithmétique usuelle que vous connaissez, dont l'anneau Zm plus fois. Et il y aurait une autre version du même problème du logarithme discret, écrite dans une autre arithmétique. Elle va être appelée l'arithmétique ECC. Les deux versions gardent le même niveau de difficulté, mais avec des nombres de bits différents. Si la version usuelle sur Zm plus fois nécessite 1024 bits, alors sa version homologue, son homologue avec l'arithmétique ECC ne nécessite que 163 bits seulement. Seulement 163 bits. Donc il y a une réduction très remarquable du nombre de bits. Les RFID ne peuvent pas intégrer et manipuler des nombres s'étalant sur 1024 bits, mais ils peuvent faire des calculs avec des antinaturels qui ne dépassent pas la taille donc de 200 bits. Et là, la partie, elle est gagnée. Vous voyez à quel point les ingénieurs et les experts sont capables donc d'aller. Donc, il fallait inventer une nouvelle arithmétique. ECC, E comme elliptique, C donc la curve, et l'autre C comme cartographie. Je ne vais pas entrer trop dans les détails pour ne pas vous encombrer. Ceux et celles qui sont intéressés, je vais leur raconter donc toute l'histoire dans une autre vidéo très étendue, très détaillée. Mais maintenant, essayons de nous concentrer sur l'essentiel. Donc là, ECC, c'est un groupe, comme les groupes abéliens, comme les groupes donc, comme vous connaissez, comme Zm+. Mais nous allons découvrir ce qu'est ce groupe-là. La construction du groupe provenait d'une courbe, en fait, qui n'est pas une application. Une courbe symétrique par rapport à l'axe des abscisses, et j'arrête là, pour ne pas vous effrayer. Je passe. Alors, essayons de lire ensemble le contenu de ce transparent et ne vous laissez pas distraire donc par, par les détails mathématiques dans ce transparent-là. Je vais vous le lire et vous l'expliquer. Soit P un grand nombre premier. C'est un module. Vous vous rappelez, lorsqu'on faisait du calcul avec le RSA, on utilisait un module M. Là, M, c'est un nombre premier noté P. On y est. Ben, EC, E indicé, c'est l'ensemble des solutions XY, X un entier naturel dans ZP, et Y un entier naturel dans ZP, tel que X et Y respectent donc cette condition-là. Il faudrait que le carré de Y d'un côté et le cube de X plus un entier A fois X plus l'entier B soient identiques modulo P. Vous vous rappelez que veut dire modulo P, Si vous dépassez donc strictement P-1, il faudrait diviser par P, prendre le reste. A et B eux-mêmes, ce sont deux entiers naturels dans ZP. Et là, c'est une condition qui garantit qu'il n'y aurait pas de singularités, sans trop entrer dans les détails. Une condition à satisfaire pour que le système cryptographique ne risque pas de cracher, ne risque pas de tomber dans des singularités. Pour éviter ces singularités-là, ces petits problèmes-là, il faudrait que cette condition-là soit vérifiée. Alors, essayons de nous focaliser sur l'essentiel. Comment relier cette paire XY et cette relation à la cryptographie? Et justement, soit considérons une base de données, ou bien une transaction, ou bien un fichier, ou bien une image à transmettre donc sur Internet par le protocole HTTPS. Normalement,
les serveurs cryptographiques tels que TLS-SSL, ils vont considérer les données comme étant ensemble de quoi? De blocs binaires d'une certaine taille, 128 bits par exemple, 256 bits, et ainsi de suite. Puis, soit on applique la cryptographie sur le bloc binaire comme le AES, ou bien, si les conditions, donc s'il y a nécessité, ou bien s'il s'agit donc de partage de paramètres, hein, lors du handshake de SSL-TLS, les informations peuvent être traduites et réécrites en termes de nombres décimaux. Convertir un bloc binaire en un nombre décimal et vice-versa, c'est naturel. On y est? Puis les nombres décimaux vont subir les opérations de chiffrement telles que par exemple x puissance 1 modulo m. X, ça représente l'entité à chiffrer, partie min clé par exemple. Le A, ce n'est pas ce A-là. A, un exposant public de chiffrement, ou plutôt nous avons utilisé B comme public. Hein. Puissance B pour le chiffrement, modulo M, le module. Celui qui va recevoir le résultat Y, il va pouvoir déchiffrer. Alors pour nous, là, XY, vous voyez, c'est un code, c'est un nouveau code. L'entier naturel d'un bloc binaire qui représente un bloc binaire tout à l'heure, c'était un code. Le bloc binaire lui-même, c'est un code. Là, c'est un nouveau genre de code. On y est? Donc, il y a une procédure dont je ne vais pas détailler là, ce n'est pas notre problème. Il y a un processus que, avant d'appliquer la cryptographie à base de groupes elliptiques, nous allons d'abord transformer notre image, notre clé, nos paramètres, notre base de données en un ensemble de paires XY. C'est une opération de codage. On y est. C'est-à-dire là, avant de faire la cryptographie elliptique, le processus de codage transforme chaque morceau, chaque bloc de l'image, par exemple, en une paire XY. La paire XY va subir la cryptographie elliptique. Elle va être transmise sur Internet. La destination, le destinataire, il va recevoir une paire X',Y'. Il va déchiffrer en utilisant l'algorithme de déchiffrement correspondant elliptique. Donc, il va obtenir XY. Il va appliquer maintenant l'opération de décodage pour qu'à partir de XY, je reconstruis le bloc ou bien l'ensemble des pixels de l'image. On y est, s'il vous plaît? Alors, la procédure de codage, décodage, elle respecte cette condition-là. Pour construire XY, il faudrait que XY soit relié aux données initiales, c'est-à-dire les blocs binaires ou bien l'ensemble des pixels s'il s'agit d'images, et ils sont entre eux reliés par cette relation-là. Vous voyez cette relation? C'est comme s'il s'agit d'une fonction, d'une certaine courbe qu'on pourrait dessiner. Oui, si c'était des réels. Mais en fait, oubliez ça. Il s'agit d'un ensemble d'entiers naturels. On y est, s'il vous plaît? Et c'est un groupe fini, noté EC. Et on lui associe donc une opération notée plus. Ce n'est pas l'addition usuelle. Ce n'est pas l'addition des entiers naturels. Non. Ce n'est pas l'addition des vecteurs. Non. Juste, c'est une notation. C'est un plus, c'est une opération notée additivement de EC. Ça provient d'une construction géométrique. Ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Essayons de nous concentrer sur l'essentiel. Soit P, un premier point de EC. Par exemple, P, il a la forme x1, y1 qui représente un bloc binaire d'une donnée. Et Q, un point de EC de coordonnées x2, y2 qui représente par exemple une partie d'une clé. On y est, s'il vous plaît? Voici comment l'opération additive est définie. P plus Q, ce n'est pas l'addition de vecteurs, non, c'est l'addition dans EC. Ça donne bien un point de EC aussi. De coordonnées x3, y3, quand est-ce que? Lorsque le x3 est calculé de la manière suivante. Le x3, c'est égal à une fonction lambda au carré. Moins x1
moins x2, c'est-à-dire les abscisses de P et Q respectivement, modulo P. Si c'est positif et dépasse exactement strictement P-1, il faudrait diviser par P et prendre donc le reste. Et si c'est négatif, il faudrait donc rajouter suffisamment de P pour que ça soit entre 0 et P-1. Vous le connaissez ça. Et le Y3, c'est égal à la même fonction lambda, multiplié par x1 moins x3, ça c'est le x3 qu'on vient de calculer, moins y1. Y1, c'est l'ordonnée de P. Toujours modulo P. Tel que lambda, il y en a deux cas. Pour l'addition elliptique, il faudrait distinguer les cas où les points PQ sont distincts du cas où ils sont différents. Donc, le cas des points PQ distincts du cas où ils sont identiques. Lorsque P et Q sont deux points différents, x2 moins x1 différent de 0, alors lambda c'est égal à la différence entre y2 et y1, comme vous voyez là, multiplié par l'inverse de x2 moins x1, modulo P. Et je vous rappelle comment calculer l'inverse d'un antinaturel modulo P. Il suffit d'utiliser le fameux algorithme Euclide étendu. Euclide étendu, vous lui passez x2 moins x1 et P. Il va vous rendre trois nombres, bim affirme l'inverse. Et P, c'est un nombre premier. Donc tous les autres antinaturels sont inversibles modulo P. Car le PGCD c'est égal à 1. On y est. Et lorsque P et Q sont identiques, la fonction lambda c'est égal à combien? Le triple de x1 au carré plus a. Quel a? C'est ce a là. C'est ce coefficient là. Multiplié par l'inverse de 2y1 modulo P. C'est normal, y1 est toujours différent de 0. On est loin, donc le point, il est largement haut donc, de l'axe des abscisses. Y1 différent de 0. Et cette remarque, je l'avais déjà exploitée tout à l'heure. Chaque message M, il doit être codé en un point PM par un processus. Il y en a plusieurs techniques. C'est possible. Donc, finalement, on avait bien présenté le calcul nécessaire pour réaliser le calcul elliptique. Et il y a des cryptosystèmes tels que Elgamal qui peuvent être traduits, ou bien des protocoles de partage de clés tels que Diffie-Hellman qui peuvent être traduits en termes elliptiques automatiquement. D'ailleurs, j'ai un exemple, je vais vous l'expliquer. Il y a une règle très amusante à garder à l'esprit. Comment passer de l'arithmétique ordinaire vers l'arithmétique elliptique. Mais d'abord, essayons de nous fixer les idées avec cet exemple-là. Si je considère que je suis en train de travailler avec ce codage-là, numérique, il y a l'arithmétique de 0 à 9, et il y a l'alphabet anglaise des caractères de A jusqu'à Z. A correspond à 10, B correspond à 11, et ainsi de suite. Je vais construire un exemple qui n'est pas sécurisé, car il est petit. Elliptique. Je dois d'abord choisir un module premier. 750, c'est premier. Je dois choisir un premier coefficient. Par exemple, 750. J'ai fait mon choix. Ce n'est qu'un exemple. Donc là, j'ai la forme générale. X au cube plus A fois X plus B. Puis, j'ai le B, c'est égal à 188. Normalement, mon modèle, il est correct. Il faudrait vérifier ce détail-là. Que 4 fois 750 au cube plus 27 fois 188 au carré n'est pas multiple de 751. On y est, s'il vous plaît. Voilà. Par exemple, supposons que mon message, que le bloc courant de mon message correspond au caractère petit b. Son code, c'est 11. Ça, c'est le code ordinaire numérique, 11. Si je vais appliquer l'arithmétique elliptique, il faudrait transformer le 11 en un code elliptique adéquat. Et effectivement, le 11, par un processus de codage, peut être écrit sous la forme de 224-248. Car le carré de 248, il est identique à 224 au cube plus 750
fois 224 plus 788 modulo 751. On y est? Donc le chiffrement, par exemple L gamelle, il va être appliqué sur 224 248. J'obtiens x', y'. Je vais l'envoyer sur Internet. La confidentialité est garantie. B, celui qui va recevoir, il va déchiffrer x', y' pour retrouver 224 et 248 chez lui. Ça, c'est le texte clair, hein, en gros. Puis, il va appliquer l'opération de décodage pour retrouver 11 à partir de 224, 248. J'espère que les idées sont fixées maintenant. Voici une application dans laquelle j'exprime l'idée ou bien les principes de passage de l'arithmétique ordinaire vers l'arithmétique elliptique. Alors, si dans l'arithmétique ordinaire, vous avez le produit de deux entiers naturels, le produit de deux entiers naturels va être homologue à l'addition de deux points. Donc, multiplication d'entiers naturels devient l'addition de deux points, ou l'addition, c'est l'addition elliptique. Maintenant, l'exponentiation est dans le déchiffrement asymétrique tel que RSA et gamelle, et dans les schémas de signature électronique, et dans les protocoles de partage de clés, on a plein d'exponentiations modulaires. Alors, la deuxième règle, l'exponentiation d'un entier par rapport à un autre, c'est-à-dire si un entier est élevé donc à la puissance d'un autre, ce calcul-là va être traduit comme étant son homologue est le produit d'un point par un entier. C'est-à-dire, vous allez devoir calculer l'addition d'un point, par exemple, m fois. On y est? Le produit d'un point, c'est-à-dire par un scalaire. Mais m fois p, que veut dire m fois p? Ou bien n fois p? Ceci ne veut pas dire multiplier l'abscisse et l'ordonnée de p par n. Non, c'est pas ça. Ceci veut dire p plus p plus p plus p n fois. Et entre parenthèses, puisqu'il y a ces deux cas à distinguer, il y a une infinité de façons de faire. Par exemple, doublement, du doublement, du doublement, du doublement, ainsi de suite, puis addition. Ou bien addition plus addition plus addition triplé, puis doublement du triplé, ou bien triplement triplé. Il y a une infinité de façons. Mais il y a une méthode optimale qui minimise le nombre d'opérations de doublement ou bien d'addition qui permet de nous faire gagner presque 11% du temps de calcul. Ça, c'est l'autre qualité donc du calcul arithmétique. On y est. Alors, voici le protocole Diffie-Hellman que vous connaissez. Alpha, paramètre public. P, module public. A choisit un secret AA. B choisit un secret AB. Chacun le cache. A et B veulent partager une clé symétrique, donc secrète. A commence par calculer par BA et l'envoyer sur Internet, sur le réseau. Donc l'attaquant pourrait bien le récupérer. Mais nous savons que le logarithme discret impossible à craquer, donc l'attaquant ne pourrait pas calculer le secret AA. Ça, c'est exposant. Le B, il va faire de même. Il va calculer B indice B majuscule et l'envoyer sur le réseau. Le A, il va récupérer BB et l'élever à l'absence AA. Et B va vers vice-versa. Il va récupérer BA et le lever à l'absence AB. C'est la même clé, nous l'avons longuement discuté. Ça, c'est alpha à l'absence AB AA, et ça, c'est alpha à l'absence AA AB. C'est le même entier naturel là. Comment traduire ceci en termes de quoi? En termes d'elliptique. Nous avons là une exponentiation. Ça va devenir un scalaire fois un point elliptique. On y est? Ça, c'est un entier naturel. Ça va devenir un point. Ça, la clé K, c'est un entier naturel.
ça va devenir un point elliptique. Et le tour est joué. Le alpha, ça c'est un paramètre public. Il va être homologue de ce que nous appelons un point de base. Tout comme les protagonistes choisissent alpha, ils doivent se concorder sur un point de base faisant partie du groupe elliptique qui est public. Ça, c'est normal. Pour les entiers naturels, ZQ ou bien ZM ou ZP, il est public. L'attaquant sait que nous allons utiliser ZM ou ZQ. Aussi, l'attaquant, il sait bien que nous allons utiliser EC. Ça, c'est une information publique. La seule chose qu'il ne devrait pas pouvoir déterminer, ce sont les secrets. Alors là, A génère son secret privé à A, B génère sa clé privée à B, son paramètre privé à B, A calcule sa clé publique PA comme étant le produit de PB A fois, donc c'est P indice petit b répété plus 1 indice A fois, ou le plus elliptique, et le P indice B majuscule de la même manière, c'est l'addition de P indice petit b, le point de base, A indice B majuscule fois. Donc normalement en termes de public key infrastructure, d'infrastructure à clé publique, il y a des certificats qui doivent être signés par des autorités dites de confiance, qui comprennent quoi? Qui comprennent par exemple le point de base B, pour qu'il n'y ait pas en fait des attaques man in the middle. Et le A majuscule doit avoir donc un certificat signé par une autorité digne de confiance qui comprend son paramètre PA. Et le B de même, c'est-à-dire les valeurs. Là, s'il s'agit en fait là de partage de clés en fait de longue vie, hein? On y est s'il vous plaît. S'il s'agit de partage de clés de longue vie, là en fait les paramètres PA et BB, hein, doivent être intégrés donc dans des certificats signés par des autorités dignes de confiance. Et de cette manière-là, les attaques man in the middle ne peuvent plus avoir lieu. On y est, car sinon, un attaquant haut, man in the middle, il va en fait envoyer des valeurs similaires à BA et BB. Il va piéger A et B, c'est-à-dire il va jouer le haut, va jouer le rôle de B pour A et le rôle de A pour B. Alors là, le A va recevoir le point PA. Le B, il va le lire, c'est-à-dire à partir de certificat, hein, signé. Là, si on parle convenablement, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier, veuillez m'excuser, le A, il va recevoir le PB, le A, il va recevoir le PB, le PA, c'est son point. Donc le A, il va recevoir le PB, qui est inscrit dans le certificat signé par l'autorité digne de confiance, acheté par B. Donc le A, il va multiplier le P indice B majuscule par A. Il va le faire son addition à indice A fois. Et de même, le B majuscule, il va récupérer le point paramètre elliptique de A, qui est dans le certificat signé par une autorité digne de confiance vendu à A. Il va donc le répéter combien de fois? A, B fois. Il s'agit du même point. Il s'agit du même point. On y est, s'il vous plaît? Alors, l'attaquant, il pourrait, par exemple, connaître PA. Il pourrait récupérer le certificat. Il pourrait aussi, donc, lire, à partir duquel il va lire PA. Il pourrait récupérer P indice B. C'est un paramètre public. Mais pourrait-il calculer A indice A? Jamais. Le problème du logarithme, ça c'est le problème du logarithme discret elliptique. La version de l'arithmétique ordinaire, elle est très difficile à craquer. Son homologue, sa version elliptique, elle est beaucoup plus difficile. Déjà, je répète, la version du logarithme discret classique, de l'arithmétique classique avec l'exponentiation, elle est très difficile à craquer. La version elliptique du logarithme discret, qui est celle-là, elle est alors pire encore. Et là, juste un mot à partir
de la nomenclature et la définition donc du logarithme discret, hein, donc sur les groupes elliptiques. Q, un point public, P, un point public, calculer M, ça revient de l'impossible à réaliser. Et merci de votre attention. Nous ferons, Inch'Allah, un exercice là-dessus que je vais présenter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.